10 figures séfarades, un feuilleton en 20 épisodes, conçu et présenté par Ilana Sicurel et produit avec le concours de la Fédération séfarade de France. Nous parlons aujourd'hui de Pierre Mendès France. Pierre Mendès France est un politique qui a marqué l'histoire de France, peut-être plus encore par l'idée qu'il se faisait de la politique, une politique qui serait en accord avec la morale, que par son exercice effectif du pouvoir, qui fut malheureusement assez bref. Avec Jean Lacouture, qui est notre invité, nous évoquons dans cet épisode les origines maranes de Pierre Mendès France, qui, nous le verrons, était fasciné par l'histoire de ses ancêtres portugais et a fait des recherches très approfondies sur ses racines juives. Nous parlons également de son enfance et de ses débuts politiques. Jean Lacouture, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté d'être notre invité pour cette évocation de Pierre Mendès France. Vous êtes l'auteur d'une biographie sur Pierre Mendès France qui a été publiée un an avant la mort de Pierre Mendès France en 1981 aux éditions du Seuil, qu'on peut d'ailleurs toujours trouver en librairie. Biographie très complète. Et c'est avec vous qu'on va évoquer l'existence de Pierre Mendès France et plus particulièrement dans ce premier épisode, les racines de la famille de Mendès France et sa famille proche. Ainsi que son enfance. Pierre Mendès France était passionné par ses origines. Oui, en effet, quand j'ai écrit le livre sur Pierre Mendès France, j'avais la chance qu'il fût encore vivant et qu'il se soit intéressé directement au projet. Il m'a beaucoup reçu et à diverses reprises, nous avons parlé de 1000 choses concernant son existence et il y a toujours répondu avec beaucoup d'amitié d'abord et de précision ensuite, mais à aucun moment il n'a manifesté de passion aussi grande, bien que nous ayons parlé de Léon Blum, de la Tunisie, de l'Indochine, des problèmes qui le passionnaient. La passion la plus grande, c'était à propos de ses ancêtres, à propos de ses origines, à propos de la généalogie, sur laquelle il avait accumulé une très grande documentation et dont il m'a fait très largement profiter. Je ne pouvais pas consacrer un livre ni plusieurs chapitres à cette question, étant donné que la plupart du public s'intéressait tout de même davantage à Mendès comme homme d'action et comme sculpteur, si on veut, architecte de l'histoire de France au cours des 30 ou 40 dernières années. Mais enfin, ce chapitre justement des origines l'intéressait prodigieusement et il a été très éloquent là-dessus. Je dois dire qu'aujourd'hui, ayant écrit ce chapitre il y a maintenant 11 ou 12 ans, j'ai un petit peu perdu certaines précisions à propos d'une histoire compliquée et très émouvante d'ailleurs. Très émouvante, je dirais, pour un homme comme moi d'origine chrétienne, ayant beaucoup d'amitié, je crois, je l'espère, pour le judaïsme, l'extraordinaire imbrication entre judaïsme fondamental et définitif et christianisme occasionnel, en l'occurrence, était pour moi tout à fait fascinante et pour Pierre Mendès France tout à fait naturelle. D'ailleurs, je dois dire qu'à aucun moment il n'a paru gêné de pouvoir penser que tel ou tel de ses ancêtres s'était converti avec plus ou moins de sincérité au christianisme. Je crois que surtout ça, pour lui, qui dominait dans tout ça, c'était l'humanisme. Alors, avant de parler plus spécifiquement de la famille Mendès France, Mendes de Franca à l'époque, faisons un rapide rappel de la condition des Juifs au Portugal. Jusqu'à la fin du 15e, 1498 exactement, les Juifs portugais sont plutôt bien traités.
Oui, ils jouent un rôle très important dans l'économie portugaise, dans la culture portugaise, dans l'histoire portugaise, puisque l'un des tout plus proches compagnons de Vasco de Gama était juif, et qu'un général juif a commandé les armées portugaises dans telle ou telle campagne d'Afrique du Nord. Donc les juifs jouent un rôle très important, je crois respecté. Dans le monde chrétien, on disait d'ailleurs d'une formule que vous pouvez juger infâme, que je juge horrible, c'est qu'ils étaient arrivés au Portugal avant la mort du Christ, donc ils n'étaient pas responsables de la mort du Christ. Sur cette histoire de la mort du Christ, bien entendu, il y aurait millions de choses à dire, mais enfin, je dis ça plutôt en passant par ironie, parce que ça a un peu compté dans la mentalité des chrétiens à une certaine époque. Donc, le Portugal, on a dit quelquefois heureux comme juif en France, ce qui est encore une formule qui mériterait d'être bien vérifiée, mais en tout cas au Portugal, il semble que la communauté juive était bien traitée jusqu'à la fin du XVe siècle, où, à l'occasion d'un mariage entre une infante espagnole et un enfant portugais, l'influence espagnole, celle d'Isabelle la catholique et de Ferdinand, s'est accentuée, et où les lois et règlements espagnols ont franchi la frontière et où les Portugais ont obéi à des lois inquisitoriales, répressives, espagnoles, et où l'Inquisition a pénétré au Portugal et a commencé à faire la chasse aux Juifs, et plus précisément aux fameux maranes, ceux qui se convertissaient pour pouvoir survivre, non sans rester fidèles à leur foi juive. Oui, donc d'ailleurs dans la clause, dans le contrat de mariage du roi Manuel du Portugal et de la fille d'Isabelle la catholique, les Espagnols avaient imposé qu'on insère une clause pour étendre au Portugal l'Inquisition. C'est ça. Conversion ou départ. Dans cette affaire, on a les souvenirs, je le rapporte dans mon livre, nous en avions parlé avec Pierre Mendès France, de l'exemple de la torture des ancêtres de Pierre Mendès France, Antonia, qui elle était chrétienne et semble-t-il sincèrement chrétienne, alors que sa mère était une marane. Alors la première trace des Mendès France, Mendes de Franca au Portugal, on la trouve au XVIe siècle. Oui, en effet, on la trouve, semble-t-il, dans cette province riche, agricole du Portugal, qui est l'Alentejo, même l'Alto Alentejo, dans une ville qui s'appelle Villa Viciosa, et là, il y a des traces de Mendejo. Moi, je prononçais plutôt Mendes de França, mais peut-être que c'est Franca. En tout cas, ce sont des traces assez nettes, il y a les origines claires, et la suite des Mendes France, la lignée, se poursuit de façon tout à fait constante. On la suit jusqu'au départ du Portugal au XVIIe siècle, l'arrivée en France d'un certain Luís de França, qui est en tout cas dans la présence est avéré comme un commerçant honoré à partir de 1684 dans le sud-ouest de la France, à Bayonne, Agen et Bordeaux, où les Mendes France ou Mendes de França, etc. s'établissent régulièrement. Moi, j'en ai une petite fierté puisque je suis bordelais moi-même. En tout cas, les Mendes de França ont une position importante au XVIIe siècle. Ce Luís Mendes de França est un bourgeois bordelais considéré d'ailleurs lui-même plutôt comme chrétien. Il a un magasin important sur la place Saint-Projet, et il est une personne considérée, mais bizarrement c'est un homme un peu déséquilibré et qui termine sa vie par un suicide à la fin du XVIIe siècle. Alors, la mère de ce Luís de França, Antonia, c'est en fait la première goutte de sang juif dans la famille Mendes de França. Et cette Antonia, d'ailleurs, elle a eu beaucoup de problèmes avec l'Inquisition. Oui, Antonia a été torturée par l'Inquisition. Elle n'a d'ailleurs rien avoué. Elle semble la torture n'a pas été très longue, mais de toute façon, la torture est toujours horriblement longue, et épouvantable, mais tout à fait méprisable. Mais elle, justement, semble-t-il, était bien qu'elle eût une mère marane, elle était probablement convertie réellement au christianisme. Mais tout cela a été dans ces va-et-vient extraordinairement compliqués, où
l'opportunisme joue son rôle, la terreur de la torture joue un certain rôle. Tout cela est horriblement compliqué, bien entendu, horriblement douloureux à rappeler, dans la mesure où des hommes de religion ont pu penser qu'on pouvait passer d'une religion à l'autre avec des menaces et des tortures. C'est assez cruel à rappeler pour quelqu'un qui se sent plus ou moins lié au christianisme encore. Mais quand vous disiez première goutte de sang juif, d'abord, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'une goutte de sang juif et une goutte de sang de quoi que ce soit. Mais je pense que le judaïsme des Mendes est très ancien et lié à la communauté juive du Portugal, qui était, je pense, sincèrement juive depuis des siècles. C'est à partir d'un certain moment qu'il y a eu des mariages. Je crois que le mariage a joué un rôle très important en cela, probablement plus important même que les menaces de l'Inquisition, que les menaces de la loi. Je crois que c'est plutôt pour créer des familles unies que des gens qui vivaient dans un milieu de tolérance mutuelle. Bon, comme moi j'ai vécu dans ma jeunesse entre catholiques et protestants à Bordeaux, il y avait des gens qui se mariaient entre les religions, et on passait du protestantisme au catholicisme, les enfants suivaient la loi de l'un ou de l'autre. Enfin, je crois que le mariage et l'amour, si je puis dire, a joué un rôle peut-être plus important dans ces modifications et ces transformations de religion que les menaces de la loi et des inquisiteurs. À ce Luis de Franca qui s'était embarqué pour Bordeaux, vous le rappeliez tout à l'heure. Luis de Franca, fils d'Antonia, lui a également affaire à l'Inquisition 27 ans à peu près après que sa mère fut arrêtée. Et Luis de Franca, lui qui était psychiquement assez fragile, a beaucoup plus de mal à résister aux tortures de l'Inquisition. Oui, semble-t-il, il n'a pas été lui torturé, il a été menacé de torture et je crois qu'il a préféré éviter la torture, il a préféré affirmer son attachement à la religion chrétienne. Il a même promis qu'il irait s'incliner devant le genou du pape à Rome, etc. Bon, il n'y est pas allé. Bon, il a fait une chose que personnellement je ne vois pas condamnable, n'est-ce pas? Je pense qu'il a, face à la torture, face aux moyens épouvantables qu'a le pouvoir dans ces cas-là, et compte tenu en effet du maranisme, compte tenu du fait de dire bon, à ces méchantes personnes, je dirai ce qu'ils veulent et je n'en pense pas moins. Je crois en effet que la religion, c'est d'abord une affaire de foi, de conviction personnelle profonde. Je crois que les maranes dans l'ensemble ont eu raison, n'est-ce pas? Je trouve magnifique de résister. Ce sont des héros, ceux qui résistent, ceux qui préfèrent voir leur chair brûlée ou torturée ou labourée bon, c'est tout à fait admirable, mais je pense qu'un homme a le droit aussi, tout en restant attaché en son fort intérieur à sa religion, de faire semblant pour éviter le pire. Oui, mais alors ce Luis de Franca, le problème, c'est qu'il n'a pas seulement reconnu sa religion, mais qu'il a aussi, selon les archives de Pierre Mendès France, vendu, entre guillemets, d'autres personnes, notamment son ami, le poète Ferrao, qui était un poète juif. Et par la suite, à la suite de son embarcation, et à bord du bateau qui l'emmenait à Bordeaux, il a regretté d'ailleurs, d'avoir vendu ses amis, et il écrit une très étrange lettre à l'Inquisition. Oui, en effet, une lettre où il rétracte ses accusations et où il essaie d'innocenter les amis qu'il a dénoncés. Oui, c'est un homme faible, c'est un homme dont la faiblesse sera attestée plus tard par le suicide. Il y a des cas de suicide qui sont des cas de haut caractère, mais enfin, c'était un homme en effet qui avait une certaine faiblesse quelque part et qui n'a pas surmonté la terreur et les menaces qui pesaient sur lui. Personnellement, je le trouve attendrissant, mais c'est vrai que la dénonciation des autres, sans parler de sa propre capitulation personnelle, est quelque chose de regrettable, mettons.
Alors jusqu'à donc la famille Mendès France arrive alors en France, à Bordeaux plus exactement, après un passage à Agen, et jusqu'à la fin du XVIIe siècle, les Juifs portugais de Bordeaux n'affichent pas publiquement leur foi. C'est à partir de 1690 à peu près, enfin la deuxième partie du règne de Louis XV, que les Juifs peuvent publiquement afficher leur identité. En effet, ils le peuvent d'autant mieux qu'ils sont indispensables et reconnus comme tels. Non seulement ils le sont, mais ils sont reconnus, honorés comme tels. Et l'un des grands juifs, ordonné d'une grande famille juive de Bordeaux, car pour le coup j'ai bien connu ses descendants, les Gradis, David Gradis ou Abraham Gradis, l'un des deux en tout cas. Abraham Gradis, qui est un homme qui a aidé le budget national français, qui a contribué à financer l'expédition d'Amérique, pour une fois une guerre presque bonne, si tant est qu'il y ait de bonne guerre, a reçu l'ordre de Saint-Louis, qui était l'ordre par excellence de la monarchie française, la monarchie très chrétienne française. L'ordre de Saint-Louis saluant un juif qui était juif et qui se proclamait tel. Il y a là quelque chose d'assez beau, enfin que je trouve assez émouvant de part et d'autre. Et c'est l'époque, à la fin du XVIIIe siècle, c'est une grande époque de Bordeaux et une grande époque du judaïsme bordelais où les Pezzotto, les Gradis, les rabbins sont des personnages tout à fait considérables, respectés parce qu'ils rendent service, mais enfin on ne leur reproche plus d'être juifs parce qu'ils sont trop éminents. Et on raconte qu'Abraham Gradis, dont vous parlez, en 1780 est tombé malade et que le comte d'Artois et le comte de Provence sont allés assister à l'office religieux qui était donné à la synagogue. Donc c'est un signe quand même d'intégration tout à fait exceptionnel. Alors la famille Mendès France, elle, est beaucoup plus modeste. En tout cas la branche dont est issu Pierre Mendès France. Et d'ailleurs Pierre Mendès France disait que c'était précisément cette simplicité, ce caractère quelconque qui rendait l'histoire de ses ancêtres intéressante. Oui, en effet, car l'histoire des Mendès France en France a une grande valeur sociologique. Elle a pris une valeur historique après du fait du personnage historique qu'est Pierre Mendès France. Mais avant, c'est vrai que ce sont des gens moyens, quelquefois pauvres, et même l'une des grands-tantes de Pierre Mendès France, Corinne, était même presque misérable. Et elle vendait des journaux dans les rues de Bordeaux, ce qui, au début du XXe siècle, évidemment, n'était pas une preuve d'une grande prospérité. Il est d'ailleurs très amusant de constater qu'il y a deux branches des Mendès France au XIXe siècle, une branche parisienne et une branche bordelaise. La branche bordelaise est assez médiocre, je dis pas par la qualité humaine, mais par la situation sociale, alors que la branche parisienne est plus brillante. Elle comporte une cantatrice à l'opéra, elle comporte un peintre assez considéré, qui a exposé dans de grands salons. Bref, c'est très intéressant parce que, au fond, il y a une branche plutôt grande bourgeoise, une branche toute petite bourgeoise, celle dont venait le plus directement Pierre Mendès France, dont le père Cerf était un homme non pas pauvre, c'était un commerçant honorable, mais enfin d'une petite origine. Du côté des femmes, chez les Mendès, ils sont plutôt ashkénazes et viennent plutôt d'Alsace. Sa grand-mère était alsacienne, elle s'appelait Wolf. Donc l'histoire Mendès en son enfance est extraordinairement intéressante pour l'histoire du judaïsme parce que c'est un judaïsme moyen, si l'on peut dire, et au surplus, vers la fin, on arrive en Pierre Mendès France, un judaïsme qui concilie, qui fait converger les séfarades et les ashkénazes. Alors, c'est en 1885 exactement que le grand-père de Pierre Mendès France, qui faisait donc partie de cette lignée bordelaise, arrive à Paris, Jules Isaac. Et Jules Isaac, c'est un personnage assez intéressant qui a beaucoup marqué Pierre Mendès France. Oui, c'est un homme qui avait, alors pour le coup, qui avait vraiment des sentiments de gauche, qui a écrit des choses sur la gauche, qui était un grand admirateur de Jaurès, qui porte un nom d'ailleurs, mon Dieu, s'appelait Jules Isaac. Quand on s'intéresse à l'histoire, ça n'est pas négligeable, mais enfin l'homme lui-même n'était pas simplement un nom, avait sa personnalité et a beaucoup marqué. Je pense que il y a des raisons. Mendès France n'est pas devenu un homme de gauche parce qu'il avait un grand-père qui avait des sentiments de gauche, bien entendu, mais enfin, ça peut marquer quand même les traditions familiales, c'est assez important. Et si le père de Mendès France était lui-même un homme de gauche, c'est peut-être parce que son père l'avait instruit dans cette tradition-là, tradition des révolutions du 19e siècle, tradition de l'affaire Dreyfus, tradition du jaurécisme, tout ça constitue un bagage culturel dont Pierre Mendès France est issu.
Et c'est vrai que Pierre Mendès France, puisque vous parlez de l'affaire Dreyfus, était particulièrement sensible à cette période, puisque son père, Serre Mendès France, était un des lieutenants du capitaine Dreyfus. Oui, en effet, tout cela compose, je vous dis, une permanence, une fidélité qui marquait beaucoup. Quand Pierre Mendès France parlait de cela, je vous dis, il parlait constamment avec passion de sa famille et de ses ancêtres, mais évidemment avec plus de passion encore de ceux qui l'ont immédiatement précédé, parce que ils ont créé le climat dans lequel s'est formée son intelligence, sa culture, et se sont formées ses convictions. Alors parlez-nous un peu de ses parents justement, le père de Pierre Mendès France, quel était son caractère Semble-t-il un homme plutôt réservé. C'était un homme, c'est un gros travailleur. C'est un homme qui avait été un combattant. Il était très attaché à ses souvenirs d'anciens combattants. C'était un républicain de la tradition républicaine et d'une certaine spécificité juive du républicanisme français, qui n'oublie pas les histoires de la première révolution, de l'abbé Grégoire, de la libération des Juifs, de l'ascension des Juifs à travers la société française pendant tout le 19e siècle, de la grande épreuve de la fin du siècle avec l'affaire Dreyfus et de la, je dirais, définitive intégration, au moins pour ceux qui le voulaient, qu'est peut-être la Première Guerre mondiale, parce que c'est vrai que les combats à ce moment-là, le fait d'être vraiment mêlé dans le combat national pour la défense du territoire, je crois que à partir de là, il faut vraiment être d'un antisémitisme assez pervers pour continuer à contester l'appartenance fondamentale, foncière, sacrificielle, si l'on peut dire, des Juifs à la communauté française. Ça, tout cela, de cela, Pierre Mendès France était profondément convaincu, profondément imprégné, si je puis dire. Alors, la mère de Pierre Mendès France, elle, était issue d'une famille très patriote aussi d'Alsace, mais elle était plus attachée aux traditions religieuses que son mari. Oui, on peut dire que les Mendès séfarades, en tout cas les prédécesseurs immédiats de Pierre Mendès France, grand-père, père, n'étaient pas religieux, pas plus que Mendès France, Pierre Mendès France lui-même, alors que les Wolf et les Ashkénazes d'Alsace, en tout cas Madame Wolf, la grand-mère de Pierre Mendès France, était très religieuse, et quand Pierre Mendès France allait passer des vacances chez ses grands-parents à Strasbourg, il subissait une certaine empreinte religieuse, et il m'a raconté qu'il avait même eu une période de conversion religieuse vers 12, 13, 14 ans, sous l'influence de sa grand-mère, influence qui n'avait pas duré, et où il s'était à nouveau détaché du judaïsme en tant que religion, pas du tout en tant que solidarité, mais en tant que religion. Mais enfin, il a connu cette période à travers la fréquentation de ses grands-parents ashkénazes d'Alsace. Oui, d'ailleurs, c'est à cette époque qu'il passe sa bar mitzvah à Strasbourg avec sa grand-mère Henriette Wolf. D'ailleurs, puisqu'on parle du judaïsme, des liens avec le judaïsme de Pierre Mendès France, je vais vous poser une question à laquelle probablement on ne pourra pas répondre, car Pierre Mendès France, je crois, n'y répondait pas lui-même, mais comment est-ce qu'on pourrait définir le lien de Pierre Mendès France au judaïsme ? C'est un lien de solidarité essentiel. Au judaïsme en tant que religion, je crois fermement, on a parlé de ça à diverses reprises, je crois qu'il n'était pas religieux, je crois que Mendès France ne croyait pas en Dieu, n'est-ce pas? Et ça me paraît une chose assez claire, mais il croyait profondément en le judaïsme qui s'exprime dans le mot de justice, désir de justice pour soi, pour sa communauté, et volonté de justice accordée aux autres. Je crois qu'il avait foi en une part fondamentale du judaïsme qui est le souci de la justice. Ça, je crois que c'est tout à fait important, mais je crois que la dimension religieuse du judaïsme ne le touchait pas. Il pouvait être très ému par des sentiments religieux juifs, comme peut-être par d'autres sentiments religieux, d'autres religions d'ailleurs. Mais je crois qu'il avait été franc-maçon, il ne l'était plus, mais je crois de la franc-maçonnerie, il gardait
cette espèce d'attachement à une certaine spiritualité qui n'est liée à aucune religion. Mais enfin, je crois encore une fois que la foi en un Dieu, en la révélation, en la création de l'humanité par une certaine puissance, je crois que cela ne lui était pas, il n'était pas entré dans cette démarche-là. Pierre Mendès France, né à Paris en 1907, il est un élève brillant. Il passe son bac à 15 ans, il fait des études de droit. Il a beaucoup souffert de l'antisémitisme pendant sa jeunesse. Il a combattu l'antisémitisme. Il en a probablement souffert, mais surtout il a pris, si on veut dire, il l'a pris par le combat, c'est-à-dire qu'il a été, il a adhéré à toutes les sortes d'organisations antiracistes, des étudiants de gauche, des étudiants radicaux, des étudiants proches des socialistes. Il a été plutôt que souffrant, il a été combatif. Je crois que c'est une bonne façon de lutter contre la souffrance. Alors très tôt, il est engagé dans la vie politique, il adhère au parti radical à 16 ans, et à 25 ans, il est le plus jeune député de France, à Louviers, de manière d'ailleurs assez hasardeuse. Oui, je n'ai plus regardé tout à fait en souvenir les péripéties de son départ pour Louviers. Il y a eu toute une part de hasard, mais vous savez, comme dans toute vie, et y compris dans les vies politiques, il y a beaucoup de hasard. Je crois que le Parti radical l'a envoyé faire un petit score à Louviers. Apparemment, le siège n'était pas prenable par la gauche. La Normandie. Non, il a été porté par la vague de gauche de 1932, qui a précédé celle de 1936, qui lui a encore valu d'être élu, mais alors là beaucoup plus largement. Il est passé d'extrême justesse en 1932, il y a eu un coup de barre à gauche, et bon, il en a profité, mais il a posé les bases d'une très longue carrière et d'une grande fidélité entre lui-même, Pierre Mendès France, et la ville de Louviers, qui s'est interrompue en 1958, avec lui causant un profond chagrin. Alors nous allons quitter Pierre Mendès France à son entrée dans la vie politique française. Demain, nous parlerons de l'homme politique. Jean Lacouture, merci et à demain. Figures séfarades, un feuilleton en 20 épisodes, conçu et présenté par Ilana Sicurel et produit avec le concours de la Fédération séfarade de France.
figures séfarades, un feuilleton en 20 épisodes, conçu et présenté par Ilana Sicurel et produit avec le concours de la Fédération séfarade de France. Partie aujourd'hui du portrait de l'homme politique Pierre Mendès France. Nous avons parlé hier de ses origines portugaises maranes qui le passionnaient et sur lesquelles Pierre Mendès France a fait des recherches très approfondies. Nous avons également évoqué son enfance à Paris et ses débuts politiques à Louviers. Aujourd'hui, toujours en compagnie de son biographe Jean Lacouture, nous suivons la trace de Pierre Mendès France, homme politique. Nous évoquons l'épreuve de la Seconde Guerre mondiale, son expérience du pouvoir, son attachement et sa position à l'égard de l'État d'Israël. Qu'est-ce que le fait que vous étiez juif vous a aidé ou nuit dans votre caractère? Bien sûr, ça m'a plutôt nui. Ça vous a fait mal? Bien sûr, c'est désagréable. Mais tout homme a un certain nombre de handicaps, et tout homme politique a un certain nombre de handicaps. Chacun apporte son bagage, positif ou négatif. Évidemment, le fait d'être juif constitue un inconvénient, une difficulté. D'autres ont eu d'autres inconvénients, d'autres difficultés. J'accepte mon sort et je n'en tire pas d'amertume. L'antisémitisme a poursuivi Pierre Mendès France pendant toute sa carrière politique. Oui, on en a des témoignages dans les extraits de presse rassemblés. J'ai fait il y a quelques années un petit film sur Pierre Mendès France et Claude Kejman, qui faisait le film avec moi, avait rassemblé une très intéressante documentation, une iconographie où on voyait que la caricature depuis les années 30 jusqu'à nos jours a créé un personnage de Pierre Mendès France où il y avait évidemment où l'antisémitisme jouait son rôle. Je dirais aussi que le sémitisme lui a pu lui procurer certaines solidarités, certaines compréhensions. Du fait qu'il soit juif, certains lui ont fait confiance dans certaines circonstances. Peut-être que des pieds noirs auraient été plus Algérie française et l'auraient plus combattu s'il n'avait pas été le juif qui a posé le problème des droits d'une population en majorité musulmane en Algérie, par exemple. Peut-être que certaines des positions qu'il a prises sur Israël lui ont été mieux comprises du fait qu'il était juif et ne pouvaient pas être soupçonnées que ses critiques à l'égard d'Israël fussent motivées par l'antisémitisme, bien entendu. Mais enfin, dans l'ensemble, sa carrière a été quand même écorchée, si l'on peut dire, endolorie et quelquefois lui causant une véritable souffrance, notamment dans les années 56-57, où la campagne a été très violente contre lui, prenant un caractère d'antisémitisme. Alors cette évocation de l'antisémitisme va nous mener assez naturellement à l'évocation de la Seconde Guerre mondiale. En 1939, Pierre Mendès France est mobilisé dans le Levant et après la débâcle, il s'embarque sur le Massilia. C'est à partir de Bordeaux, quand il est revenu en France, ancien secrétaire d'État du second gouvernement de Front Populaire de Léon Blum. Il est parmi ces parlementaires qui s'embarquent sur le Massilia pour continuer la guerre après l'armistice qui va être signé incessamment par le gouvernement Pétain. Et au débarquer au Maroc du Massilia, il est
arrêté et envoyé en prison et va passer en jugement quelques mois plus tard devant le tribunal militaire de Clermont-Ferrand. Et dans cette affaire, il est évident que l'antisémitisme joue un rôle bien clair. Il est vrai que d'autres que des juifs ont été arrêtés, en l'occurrence Daladier par exemple, mais enfin le fait qu'il soit juif évidemment contribue au traitement indigne qu'il subit alors, et au cours du procès de Clermont-Ferrand, les références à son judaïsme interviennent à diverses reprises, mais ce qui est très frappant dans le procès de Clermont-Ferrand, où il est accusé, il passe en jugement accusé de désertion. Alors tous les témoignages qui sont donnés par des militaires quelquefois qui sont des hommes de droite et qui peut-être font entrer au fond d'eux plus ou moins antisémites, c'est qu'on est en train de juger un homme qui est par définition un de ceux qui voulaient se battre avec le plus d'ardeur, dont le départ sur le Massilia n'a aucunement, et c'est tout à fait clair aux yeux de tout le monde qui l'ont entendu parler à cette époque, qui est évidemment le désir de poursuivre le combat contre l'envahissement du territoire national et contre le nazisme. Ça, c'est tout à fait clair, et il faut dire que ce procès, qui est épouvantable dans son principe, est extrêmement glorieux pour Mendès France, et relativement honorable pour ceux qui sont venus à la barre, car tous vraiment sont venus dire, encore une fois, quelles que soient leurs idées politiques, que cet homme était évidemment un combattant, et un combattant désireux de poursuivre le combat. Alors Pierre Mendès France, je crois, a particulièrement souffert justement de ce procès, du fait qu'il était un homme de loi, un juriste, et ça a été une grande douleur pour lui d'être accusé de désertion et de voir ce procès complètement illégal. Oui, c'est vraiment Mendès vit comme un juriste français, n'est-ce pas? Et en tant que juriste et en tant que Français, il est indigné de ce qui lui arrive. Mais d'ailleurs, ça arriverait à n'importe qui. Il serait aussi indigné. Naturellement, et la souffrance est plus précise. Mais enfin, la lettre qu'il écrit au maréchal Pétain, de chef de l'État, de sa prison, n'est-ce pas, est un cri à la fois de Français et de juriste qui est scandalisé de ce qui lui arrive. La référence au judaïsme, je ne me souviens plus si dans la lettre elle est précise, mais enfin c'est en tant que patriote français et en tant que juriste qu'il est indigné, proprement indigné de ce qui lui arrive, et je trouve que l'épreuve qui lui arrive là, avoir surmonté cette épreuve comme il l'a fait sans qu'il y ait le moindre ombre sur son patriotisme et son légalisme est vraiment, vraiment admirable. Il est obligé de s'évader, il s'évade, ce qui est illégal d'une certaine façon, n'est-ce pas? Mais enfin, contre une si mauvaise loi et un si mauvais procès, naturellement, il faut entrer dans l'illégalité, et il le fait avec beaucoup de bravoure et beaucoup d'audace. Mais enfin, ce qui est, je trouve, magnifique, c'est la fidélité qu'il garde à la démocratie, à la justice et à la France, après ce qui vient de lui être infligé. Alors, justement, vous parlez de cette évasion, elle est totalement épique. Oui, elle a été souvent racontée, c'est un morceau là où je pense que mon livre n'apporte rien, parce que je cite assez longuement le récit qu'il en a fait, le ravissant récit dans Le Chagrin et la Pitié, où on voit l'humour de Pierre Mendès France, qui est généralement considéré comme un homme grave et qui prend les choses au sérieux, mais là il les prend aussi, non pas à la légère, mais avec une certaine ironie. C'est une histoire très très beau. Il a réussi à s'évader après une très très longue préparation, très minutieuse, car la minutie fait partie de son caractère. Il réussit à passer le mur de la prison, il tombe, si l'on peut dire, sur un couple d'amoureux en sautant le mur, et il réussit donc son évasion. Je dois dire que je suis pas très sportif, mais enfin, je m'étais préparé à cette épreuve en faisant pas mal de gymnastique dans les mois précédents. Là donc, en haut du mur, j'avais à sauter, c'était assez haut, mais il fallait prendre le risque. Au moment où je vais sauter, il y avait des arbres plantés là le long de l'avenue. J'entends un bruit inattendu, des voix. J'essaye de voir dans la demi-obscurité. Il y avait un couple sous l'arbre et vous pouvez imaginer l'objet de leur conversation. Lui avait des idées très précises. Elle n'était pas décidée. Et ça m'a paru très long. Vraiment, j'ai eu l'impression d'une très longue résistance. Ils sont partis, alors j'ai sauté. Mais je vous promets, j'étais plus content, plus heureux que lui, je vous jure.
La raison et la paix l'ont emporté. Après des journées et des nuits de dures négociations, chargées tantôt d'anxiété et tantôt d'espoir, le cessez-le-feu a été signé. En mon âme et conscience, j'ai la certitude que ces conditions sont les meilleures que nous pouvions espérer dans l'état présent des choses. Je n'ai pas besoin d'exprimer les sentiments que j'éprouve, car ce sont les vôtres. Ce qu'on vient d'entendre, c'est la déclaration publique que fait Pierre Mendès France après la paix en Indochine, en 1954. Pour Mendès France, c'était une affaire nationale, bien entendu, essentielle. Il pensait qu'il fallait arracher la France au bourbier indochinois. Il aurait voulu le faire avant Dien Bien Phu, à des conditions moins cruelles pour la France. Il a dû il n'a été appelé qu'après Dien Bien Phu, avec en main pour la négociation, comme un autre le disait à l'époque, le 2 de trèfle et le 3 de carreau, ce qui n'était pas de très bons éléments. Mais enfin, il a réussi à arracher ce qui a été reconnu unanimement comme une issue honorable. Honorable grâce à son caractère, grâce à son talent de négociateur. Pour lui, c'était une très ancienne affaire. Il avait commencé à s'occuper de l'affaire Indochine dès 1950, alors qu'il était tout à fait en dehors des responsabilités. Il a été le premier qui était venu à l'Assemblée nationale poser au fond le problème indochinois, en disant la guerre ne peut pas durer, c'est une guerre trop mauvaise, il faut négocier. À l'époque, c'était scandaleux, c'était hérétique. Quand il rencontrait le président de la République d'alors, Vincent Auriol, qu'il aimait bien, et qui pensait que tôt ou tard, cet homme qui était évidemment le meilleur de sa génération, devait accéder à la présidence du Conseil. Mais Auriol lui disait, à cause de votre position sur l'Indochine, mon pauvre Mendès, je ne peux pas vous appeler, là vous faites trop scandale, vous voulez négocier avec le Viet Minh, avec Ho Chi Minh, avec les communistes, ça n'est pas possible. Et pourtant, lui avait, en 3 discours fameux, 2 en 1950 et 1 en 1951, dit cette guerre doit s'arrêter, et quand pour arrêter une guerre on négocie, et on négocie pas avec on négocie avec l'adversaire. L'adversaire est communiste. Bon écoutez, c'est bien avec eux qu'il faut négocier. Et ça avait donc beaucoup handicapé sa carrière politique, et on a fait appel à lui qu'au moment qu'après le désastre, au moment où la négociation n'était plus la recherche, encore une fois, de l'issue la moins désastreuse, et c'est la moins désastreuse possible qui a été trouvée en cette circonstance. Et il faut dire que les Français, qui avaient si souvent refusé l'hypothèse de négocier avec l'adversaire, ont salué, dans une énorme majorité, le courage de Mendès France et son habileté, et ce résultat, pourtant coûteux, en Indochine très coûteux, lui a valu une réelle popularité. C'est incontestable qu'après Genève, rentrant de Genève, au moment où il prononce le discours qu'on a entendu tout à l'heure, c'est vrai que Mendès France est considéré comme l'homme, non pas providentiel, le mot serait à tous égards très mauvais, mais enfin comme l'homme indispensable, et l'homme qui a fait enfin le chirurgien qui a opéré la France d'une tumeur inguérissable. Et d'ailleurs, au moment de son investiture, Pierre Mendès France surprend tout le monde en se fixant à lui-même un délai très court. Oui, là, il a fait une opération tactique tout à fait remarquable, bien entendu. On a dit qu'il s'était posé un ultimatum à lui-même. Il a fait jouer toute une série de réflexes, là. D'une part, il fallait que ça se termine très vite, parce que le corps expéditionnaire français était en très mauvaise posture. Certains chefs militaires disaient, mais tiendrons-nous même encore un mois? C'est-à-dire qu'il fallait donc aller très très vite. Et puis d'autre part, il s'était manifesté comme l'homme de la paix, et il disait à l'adversaire, au Viet Minh,
Chine, aux Soviétiques, aux Chinois. Si dans un mois on n'a pas conclu, je m'en vais. Et alors c'est pas l'homme de la paix que je suis qui va, c'est l'homme de la guerre. Et l'homme de la guerre, bon, la France essaiera de se battre en faisant appel au contingent et en faisant appel aux Américains. Et alors la guerre s'étendra et la guerre peut devenir une guerre internationale. Et ça, à cette époque, ni les Chinois ni surtout les Russes n'en veulent. Donc c'est une opération stratégique extrêmement intelligente et pas du tout paradoxale comme on l'a dit. Alors, la paix en Indochine, c'est ce qu'on pourrait appeler la grande œuvre de Pierre Mendès France. Mais c'est vrai que la question qu'on se pose souvent au sujet de Pierre Mendès France, c'est celle de la brièveté de son exercice effectif du pouvoir. Il est président du Conseil pendant 7 mois et 17 jours, en 54-55, et ensuite il ne revient jamais réellement au pouvoir. Comment expliquer cette brièveté ? Parce que il a voulu régler, il savait qu'il ne serait probablement pas très longtemps au pouvoir. Il n'avait pas, la 4e République, c'était un système de partis. Il n'avait pas de parti avec lui, surtout pas le parti radical, qui était le parti auquel nominalement il appartenait, mais parmi lesquels il avait des ennemis intransigeants, notamment René Mayer, qui était lui aussi un homme remarquable, mais qui était lié aux grands intérêts algériens. Il était député de Constantine, et pour eux, ils sentaient bien qu'après l'Indochine viendrait l'Afrique du Nord, et après le Maroc et la Tunisie viendrait l'Algérie, et pour des hommes comme René Mayer, c'était le risque majeur. Donc on ne lui laisserait pas beaucoup de temps pour gouverner. Alors il a voulu régler toute une série de problèmes. Après l'Indochine, la Tunisie, après la Tunisie, la CED, après la question de l'armée allemande, de l'Union, de l'UEO, de l'Europe. Tout cela étaient des questions qui chaque fois lui ont créé des ennemis. Non seulement il n'avait pas beaucoup de temps au départ, mais en plus il a agi tellement si rapidement et si décisivement au pouvoir qu'il s'est mis tour à dos les radicaux, pas vraiment les socialistes à aucun moment, mais en tout cas le MRP, la droite bien entendu. Tout cela a créé une coalition qui, en février 1955, après 7 mois et demi de pouvoir, l'a renversé. Il n'a pas été surpris quand il est monté au pouvoir le 18-19 juin 1954. On lui aurait dit qu'il avait 7 mois et demi. Je crois qu'il aurait dit « vous êtes optimiste ». Alors, Pierre Mendès France, jusqu'à la fin de sa vie, en fait, n'a pas l'occasion de revenir au pouvoir. Et ça, c'est le second volet un peu de la question que je viens de vous poser. On est toujours étonné aussi du contraste entre la brièveté de son exercice effectif du pouvoir et le souvenir qu'il a laissé dans la mémoire des Français jusqu'aujourd'hui. Je vous dirais, quitte à être paradoxal et impertinent, que d'une certaine façon, cette brièveté a aidé à sa gloire. Parce que je ne dirais pas qu'il aurait, après 7 mois et demi, qu'il aurait été un mauvais chef de gouvernement. Il aurait été bien meilleur que n'importe quel autre, bien entendu, je le crois. Mais le pouvoir use, le pouvoir fatigue, et le pouvoir, on a l'occasion de faire des erreurs, des compromissions un peu plus grandes pour durer au pouvoir. Et il avait le droit, naturellement, de durer au pouvoir. Et il avait le droit à des compromissions, puisque, en effet, de toute façon, on peut le reconnaître, c'est pas la peine d'être un mendéciste comme je le suis, bien qu'il n'ait pas aimé du tout ce mot pour le dire, mais c'est vrai qu'il était le meilleur homme de sa génération. Son gouvernement aurait encore été meilleur que ceux qui lui ont succédé, mais enfin il aurait fait encore une fois et des erreurs et des compromis supplémentaires qui auraient altéré un peu d'une certaine façon son image. Je crois que ces 7 mois et demi de décisions permanentes, décisives, toujours utiles, toujours dans le sens de l'intérêt national, ont fait que son gouvernement garde une sorte de luminosité, si l'on peut dire, de clarté, qui en fait une sorte de modèle de l'action politique, et qu'il aurait gouverné 3-4 ans, peut-être il aurait rendu beaucoup d'autres services, il aurait mieux valu pour la France. Mais pour son image, peut-être que son image aurait été ternie, il aurait rendu plus de services, mais certains de ces services l'auraient rendu peut-être moins pur qu'il n'a été en 1955. Donc personnellement, je crois que la légende, le mythe Mendès France, si vous voulez, est conforté par ce passage éclatant, étincelant, si l'on peut dire, dans la vie publique française. Mais vous savez, beaucoup de grands hommes, de nos grands hommes, Gambetta a gouverné à peu près la même période au
gouvernement. Jaurès n'a jamais gouverné du tout, et Léon Blum n'a vraiment été le chef du gouvernement avant la pause que pas beaucoup plus de 7 ou 8 mois. Il a été obligé de faire la pause, et cette pause, justement, qui lui a permis de durer au gouvernement quelque temps en plus, a terni son image. Donc ceux qui ont vraiment beaucoup d'éclat, qui ont beaucoup de puissance, de personnalité, peut-être ont intérêt à pas gouverner très longtemps. Alors, il y a peut-être aussi un autre élément qui constitue cette légende de Mendès France, c'est sa conception de la politique. Oui, j'ai une conception en effet qui veut ne pas distinguer la politique de la morale. C'est vrai qu'on n'a pas exactement le même comportement quand on est au pouvoir que quand on est le mari de sa femme ou le chef d'une petite entreprise où on peut, respecter la morale à tout instant. C'est vrai que le pouvoir impose un certain nombre de duplicités, de ne pas dire forcément toujours la même chose à tout moment, à toute personne. C'est vrai, mais lui a poussé à peu près jusqu'où on peut aller la réconciliation de la politique et de la morale individuelle, du droit individuel. C'est vrai que c'est un juriste, un avocat, un professeur de droit, d'économie politique, et c'est vrai que donc il a essayé de transférer à l'intérieur de la vie publique et dont nous voyons bien aujourd'hui, mais il n'y a rien de, vous savez, les affaires, les problèmes de compromission en politique, depuis que je suis enfant, je n'ai jamais cessé d'entendre cela, un peu nettement moins pendant le passage où Mendès France a été au gouvernement, c'est pourquoi, pour moi, il est quand même unique parmi tous, même s'il a eu de vrais fidèles, de vrais admirateurs et certains continuateurs. Il y a quand même chez lui cette volonté d'allier la morale et la politique et la notion de contrat. La notion de contrat qui est centrale chez Mendès France. N'est-ce pas, les contrats, ça se respecte. Je fais un contrat avec le peuple français, je le respecte. L'objet principal de cette allocution est de vous dire mon intention de m'adresser régulièrement à vous, pour vous parler en toute simplicité, comme ce soir, et vous tenir au courant de ce que fait et de ce que pense le gouvernement qui est votre gouvernement. Je crois que c'est l'une de mes tâches, d'expliquer à l'opinion la signification et la portée de nos actes. Pierre Mendès France était aussi cette volonté de rester en communication directe avec le peuple français. Oui, je crois qu'il avait un principe de l'information. On doit à ses concitoyens et à ceux qu'on a en charge de gouverner, de les informer. Alors, on ne peut pas tout dire. On voit bien dans ses allocutions restées célèbres que Mendès ne dit pas tout, mais il dit beaucoup, il dit plus, en tout cas qu'on disait, qu'on a eu la tradition de dire, peut-être plus qu'on a dit depuis lors. Et cette espèce je vais parler tout à l'heure du contrat, mais il y a aussi, j'ai employé un mot qui est tout à fait contestable, mais une sorte de complicité, n'est-ce pas? Nous sommes ensemble, moi pour vous conduire, mais vous pour être avec moi. Et pour que ça marche, il faut dire les choses, le secret est quelquefois indispensable, c'est vrai, mais la mise en information, la mise au courant, je vous mets au courant, des chefs d'entreprise font ça et ont bien raison de le faire, ça crée une confiance entre le gouvernant et les gouvernés. C'est une loi fondamentale et je crois que ça, dans tout l'art politique de Mendès France, ce principe de communication, ce principe de clarification est un élément essentiel. Alors la dernière question que nous aborderons aujourd'hui, Jean Lacouture, c'est celle de la relation de Pierre Mendès France à l'État d'Israël. À sa création en 1948, quel a été le sentiment de Pierre Mendès France ? Il a été tout à fait favorable. Mendès France est un homme qui a applaudi, comme Léon Blum, comme d'autres grands hommes d'État juifs français, et beaucoup d'autres qui n'étaient pas juifs, à la création de l'État d'Israël. Donc c'est jusqu'en 1956, on peut dire jusqu'à l'expédition de Suez, où il fait une réserve importante, plutôt à l'égard de la politique française, d'ailleurs, à l'égard de la participation de la France. Mais pour lui, il estime qu'en 1956, l'État d'Israël étant menacé,
On peut contester, on peut discuter de l'intervention de Ben Gourion, on peut en discuter, mais enfin, il critique, à ce moment-là, il est critiqué par une partie de la communauté juive parce qu'il critique l'expédition de Suez, dans laquelle Israël joue un rôle très important. C'est, on peut dire, la première faille, où encore une fois, c'est beaucoup plus contre la participation française qu'il s'élève que contre l'intervention israélienne. Mais enfin, le problème a commencé à se poser à ce moment-là. Ensuite, Mendes soutient les différentes positions de l'État d'Israël. On peut dire jusqu'en 1967, quand se pose le problème spécifiquement palestinien. Où à partir de ce moment-là, il considère qu'en effet, les Palestiniens ont droit à une patrie. Autant il considérait qu'une grande coalition arabe contre l'État d'Israël était quelque chose d'indigne, était quelque chose de belliqueux. Il dit, à partir du moment où se pose le problème de la personnalité palestinienne et droit des Palestiniens à avoir une collectivité de caractère directement ou non national, là, il estime, il peut se trouver qu'il devient à certains moments l'avocat des Palestiniens. Naturellement, il condamne le terrorisme, bien entendu, mais condamnant le terrorisme, il le plaide progressivement avec plus en plus de précision pour le droit des Palestiniens à l'autodétermination. Mais toujours en restant très préoccupé par le sort d'Israël et très concerné par l'avenir des Israéliens. Oui, bien entendu, il va régulièrement en Israël. Il est un militant de l'existence d'Israël. Il voudrait que cette existence soit pleinement justifiée par la reconnaissance des droits des Palestiniens. Mais pour lui, il n'y a pas contradiction entre le droit absolu des Juifs à avoir leur État et leur sécurité. Un État avec des frontières justes et reconnues. J'ajouterais, le disait volontiers même, reconnu, juste et solide et intangible parce que reconnu, mais aussi que cet État se consolide encore sa justification morale, si l'on peut dire, en reconnaissant les droits des Palestiniens, ses voisins ou ceux, en effet, dans lesquels il y a un conflit de droit. Là, résoudre ce conflit de droit est un des problèmes majeurs de la société contemporaine, bien entendu, mais enfin, il ne néglige pas le droit fondamental des Juifs à avoir un État et le droit des Palestiniens à avoir le leur. Alors cette préoccupation pour l'État d'Israël, Pierre Mendès France la conserve jusqu'à sa mort en 1982. Et en 1977, au moment de l'arrivée de Sadat à Jérusalem, Pierre Mendès France se trouve être par hasard en Israël. Et Jean Lacouture, vous l'avez rencontré quelques jours après son retour à Paris. Oui, en effet, il y est allé d'ailleurs, bien qu'il eût des relations excellentes avec les Égyptiens, qu'il a beaucoup de sympathie pour Sadat. Il n'avait aucunement été prévenu du coup d'éclat de Sadat, du voyage à Jérusalem, et il s'est trouvé par surprise. Ça, je crois qu'on ne peut pas nier cela. D'ailleurs, pourquoi nierait-il? S'il avait participé à la préparation du voyage de Sadat, il n'aurait certainement pas démenti, puisque c'était un geste tout à fait positif et très utile à la survie d'Israël et à la paix très généralement, et à l'intérêt des Arabes aussi, j'en suis tout à fait persuadé, comme lui. Mais en tout cas, ça a été une sorte de divine surprise, quoi, qu'il fût là à ce moment-là, mêlé à ce grand moment de moment de réconciliation incomplète, mais quand même un grand début, étant donné que l'Égypte est le principal pays du monde arabe. C'était pour lui la réalisation d'un des rêves de sa vie. Voilà, Jean Lacouture, je vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie d'avoir donné l'occasion de parler de mon cher Pierre Mendès France. C'était 10 figures séfarades, un feuilleton en 20 épisodes, conçu et présenté par Ilana Sicurel et produit avec le concours de la Fédération séfarade de France.